Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui continuer le podcast de la semaine dernière sur une sorte de relation croisée entre la politique japonaise et la politique taïwanaise au niveau notamment des stratégies électorales et en rapport à la Chine. Donc dans ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie, nous allons donc revenir et conclure sur ce podcast de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, nous avions vu comment Sanae Takaichi avait remporté les élections anticipées du 8 février 2025 à travers une plateforme qui c'était du point de vue intérieur évidemment extrêmement aussi important, une volonté donc d'assumer des dépenses permettant une relance de l'économie japonaise. On a vu aussi que récemment que les bonnes relations, si l'on peut dire, entre Trump et Takaichi se situent dans la lignée du président Abe, qui avait aussi des relations assez constructives, très constructives même avec à la fois l'Inde de Narendra Modi et les États-Unis, et notamment aussi lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, Sanae Takaichi, qui est dans cette lignée-là, avait reçu le soutien de Trump pour les élections, qu'elle a remporté brillamment, et dans la foulée, il y a eu donc la conclusion de cette stratégie d'investissement japonaise aux États-Unis, qui donc concrétise cette relation entre le Japon et les États-Unis au niveau industriel, au niveau aussi militaire, technologique. Donc ça, c'est extrêmement important puisque par ailleurs, Takaichi avait, on le sait, on en rappelle, c'était l'objet du podcast de la dernière fois, avait refusé en fait de s'excuser auprès de la Chine sur le fait qu'elle avait évoqué la possibilité d'une intervention militaire japonaise en cas de Taiwan Contingency, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en cas d'agression militaire par la Chine de Taïwan, et plus exactement, plus simplement encore, simplement même la possibilité d'un blocus de la Chine tout autour de Taïwan, qui évidemment impacterait le transit notamment autour du Japon, et si un tel blocus devait interférer notamment avec les navires américains, étant donné le pacte entre le Japon et les États-Unis, le Japon devrait intervenir. Donc c'est quelque chose qui est en fait assez logique, mais ces propos en disant que donc il y aurait une possibilité d'intervention des forces de défense japonaises en cas de blocus et plus encore en cas de guerre de la Chine contre Taïwan, ça avait provoqué la colère de la Chine, et donc Takaichi avait refusé de se dédire, et apparemment cela avait contribué à l'essor de sa popularité et donc sans doute au gain d'une majorité absolue au Parlement aux dernières élections provoquées par son parti. Donc ça, c'était la première partie de ce podcast. Et le contraste, c'était qu'au même moment, on avait une stratégie un peu opposée de l'opposition taïwanaise, puisque semaine dernière, il y a 2 semaines, le parti donc de l'opposition, qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui a été donc pendant longtemps le parti dominant à Taïwan, à savoir le KMT, le Kuomintang, le parti nationaliste, qui a donc dominé du main de fer Taïwan entre 1945 et 1987, pendant les années de terreur blanche de loi martiale. Donc, qui est maintenant dans l'opposition, puisque le TPP, donc le parti démocrate progressiste, a été remporté 3 fois de suite les élections présidentielles à Taïwan. Donc le KMT dans l'opposition. Le 3 février 2026, il y avait une délégation
de représentants donc du KMT qui s'était rendu en Chine pour un échange de réflexion avec le parti communiste chinois. Ce qui était intéressant, donc c'était la déclaration du vice-président du KMT à ce moment-là. On va revenir sur ça pour faire cette relation avec donc la situation au Japon. Donc je lis, je traduis. Le KMT souhaite être le porte-parole de l'industrie taïwanaise, le protecteur de la population, un artisan de la paix dans le Détroit. Donc c'est quelque chose de classique. L'idée du KMT, c'est que c'est le DPP qui, par son intransigeance, pousse en fait au conflit, alors que on sait que c'est la Chine qui refuse en fait de parler aux représentants du DPP, déjà à Taïwan et plus encore à la Chine 2. Donc c'est toujours aussi l'idée de dire que en fait l'idée c'est que on doit avoir de bonnes relations avec la Chine parce que sans ça on va pas avoir une bonne économie. On va revenir sur ça. Et donc l'un des buts aussi de cette visite des représentants du KMT, c'est de préparer une possible rencontre entre la nouvelle présidente du KMT, Cheng Li-hun, et le président chinois Xi Jinping. Et donc qui pourrait avoir lieu, hein. Donc il y a des conditions à remplir, on va revenir ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est donc ce que le vice-président Xiao Shuten a dit: la nation chinoise a enduré un siècle d'humiliation. Au cours des 30 dernières années, grâce aux efforts conjoints des peuples chinois des deux côtés du détroit, nous avons progressé régulièrement sur la voie d'un renouveau national commun. Bien que les deux rives aient évolué dans des systèmes différents, les peuples des deux rives appartiennent à la nation chinoise et devraient coopérer pour atteindre cet objectif de renouveau. Donc là, c'est très intéressant ce discours-là parce que c'est véritablement un discours qui est largement très très proche de ce qu'on pourrait avoir du point de vue continental, comme on dit, du point de vue de la Chine continentale, du point de vue du Parti communiste chinois. Déjà, la première chose, c'est l'idée du siècle d'humiliation. Donc il dit la nation chinoise a enduré un siècle d'humiliation, ce qui semble inclure en fait donc Taïwan et la Chine. Alors l'idée du siècle d'humiliation, c'est l'idée que entre les guerres de l'opium, première guerre de l'opium, donc dans les années 1840, la deuxième guerre de l'opium dans les années 1860 et la fin de la deuxième guerre mondiale, la Chine aurait été occupée par des puissances étrangères qui auraient empêché son développement et que grâce à sa libération de ces puissances étrangères, elle a pu enfin se développer, enfin se renouveler. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique? Pour deux choses. D'une part, pendant le siècle d'humiliation, comme on dit, en fait la Chine, une partie de ce siècle d'humiliation, la Chine et Taïwan ont été séparés puisque le Japon a colonisé Taïwan de 1895 à 1945 et à travers cette domination, cette inclusion de Taïwan dans l'empire japonais a contribué significativement à la modernisation industrielle technologique de Formose, parce que le Japon lui-même avait commencé à se moderniser à partir de l'ère Meiji au milieu du 19e siècle. Donc, si on veut, le renouveau technologique et industriel, l'intégration des deux parties du monde chinois, si on veut, dans la modernité, s'est faite de façon différenciée à Taïwan et en Chine. Et à Taïwan, donc la présence japonaise a été aussi une présence d'oppression, mais si en termes purement, je dirais, industriel-technique, c'est pas ce qui a été un poids et un instrument de recul, mais plus au contraire, une sorte de médiation vers la modernisation de l'archipel. Autre chose, donc quand le vice-président du KMT parle des peuples chinois des deux côtés du détroit, cela va un peu à l'encontre de la perception par les Taïwanais de leur identité aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, 65% des Taïwanais se considèrent comme Taïwanais uniquement et non pas comme Chinois. Il y a un tiers qui se considère que comme Taïwanais et Chinois, qui se considèrent comme à la fois Taïwanais et Chinois, et juste 3% que considèrent comme Chinois. Donc quand il dit les peuples chinois des deux côtés du détroit, en fait pour 3
presque au moins 2/3 des Taïwanais, ça ne correspond pas à leur manière de percevoir leur identité. Ils ne pensent pas qu'ils sont chinois du point de vue qu'ils ils se perçoivent comme Taïwanais. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit les deux rives évoluent dans des systèmes différents, donc mais ils appartiennent à la même nation. Ici, on voit quelque chose de très prononcé et d'assez intéressant ou peut-être problématique, à savoir l'idée que l'identité ethnique en fait prime sur l'identité politique. C'est vraiment ça dont il s'agit, c'est-à-dire il y a d'un côté la démocratie, de l'autre il n'y a pas la démocratie, mais c'est pas important parce qu'au fond on est tous chinois. Donc cette stratégie, est-ce qu'elle est un facteur qui va permettre, si elle est poursuivie par le KMT, est-ce que elle est un facteur qui va de conciliation, de relation à la Chine? Est-ce qu'elle est un facteur qui permettrait au KMT dans le long terme d'avoir une nouvelle base électorale? C'est quelque chose qui est dont on peut discuter, qui peut être discutable. Et surtout, en fait, la problématique, c'est que ce discours, en fait, il se fait souvent du nécessaire rapprochement avec la Chine, se fait souvent sur la base du fait que on a besoin pour l'économie taïwanaise. Or, il se trouve que, en fait, l'économie taïwanaise fonctionne très très bien, c'est-à-dire que en 2024, il y a eu 4,5% de croissance, et pour l'instant en 2025, on a une croissance estimée à 8% de croissance du PIB, donc c'est beaucoup plus que la Chine. C'est-à-dire donc tout l'argumentaire selon lequel il y a besoin de la relation à la Chine pour avoir une croissance du PIB, 2024 et 2025, Taïwan a eu une croissance sans doute supérieure à celle de la Chine, et alors même qu'il y a eu un découplage avec la Chine. Donc ce discours, en fait, est extrêmement l'idée que la relation politique est nécessaire au bien-être économique de Taïwan, en fait, ne fonctionne plus dans les faits, même si ça reste un élément de langage extrêmement présent. Et la dernière chose, c'est que ce voyage, en fait, il se déroule alors même que depuis le début de l'année, on sait qu'il y a une initiative donc des parlementaires du DPP, et évidemment liée aussi, soutenue par le KMT, pour en fait plafonner les dépenses de défense à 13 milliards de dollars, en deçà des 40 milliards que voudrait la Xi, le président. Or, ça c'est un problème, parce que il est très probable qu'en fait que la condition d'une réunion, d'une rencontre entre la leader du KMT et le président chinois Xi Jinping soit liée en fait à ce blocage des dépenses militaires de Taïwan, et que ici on ait en fait une sorte d'opposition qui soit en service télécommandé, puisque la limitation des dépenses budgétaires à Taïwan, qui est un excédent budgétaire, n'a pas un sens économique extrêmement fort. On n'est pas en situation d'austérité budgétaire à Taïwan, et c'est quelque chose qui pourrait montrer que Taïwan n'est pas très sincère dans sa défense. Or, si Taïwan n'est pas sincère dans sa défense, dans ses objectifs de défense, les autres ne voudraient pas s'engager à se défendre, et ce, alors même, donc cette stratégie de blocage parlementaire au niveau du budget de défense est d'autant plus étonnante que, comme on l'a dit, au moment même, le Japon se positionne en distance par rapport à la Chine, en possible soutien de Taïwan, et les États-Unis soutiennent le Japon. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.